Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mardi 2 mars. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenu aujourd'hui la 6e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce soir, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part à la 2e édition du Forum africain sur la paix et le développement à Aswan via visioconférence. Et dans l'actualité internationale, lancement de la campagne de vaccination dans le cadre de l'initiative COVAX au Côte d'Ivoire. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec le Conseil des ministres où, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce mardi 2 mars, la 6e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 2 mars 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 33 de l'année 2013, 7e législature, portant régulation des activités d'importation, de stockage et de transport des hydrocarbures. Notre pays est devenu une plateforme logistique où transite un volume d'hydrocarbures destiné aux pays voisins et au reste du monde. L'installation d'une raffinerie à Djibouti devient une nécessité de nos jours pour faire face à la demande croissante des produits à valeur énergétique dans la région. Cela s'inscrit pleinement dans la politique gouvernementale visant à mettre en place une synergie promouvant de grands investissements profitables à l'ensemble du pays. La mise en place d'un cadre légal visant à encadrer le secteur du raffinage dans la transformation du pétrole brut, la distribution et l'exportation des produits issus du raffinage est indispensable pour créer un environnement propice au développement de cette activité industrielle. La deuxième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement du Musée national de Djibouti. Le musée est implanté sur le site de l'ancienne gare du chemin de fer de Djibouti. Notre pays envisage donc de mettre en place un musée national à travers la mise en œuvre de plusieurs démarches et notamment la réalisation de différentes missions d'études menées par des experts compétents. Le musée est chargé de la conservation et la protection des collections représentatives des arts et du patrimoine djiboutien. Il sera un pôle urbain d'accueil des détentes et un haut lieu pour le développement du tourisme culturel et économique de notre pays. Le Musée national de Djibouti aura une vocation régionale reflétant les richesses culturelles et naturelles ainsi que maritimes de notre pays. Au niveau organisationnel, le Musée national de Djibouti est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint. Sous l'autorité du directeur général, 6 services techniques sont chargés de la coordination et de la réalisation des différentes activités du musée. Le directeur général est assisté par un comité scientifique ayant un rôle consultatif chargé d'émettre des avis et des recommandations pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel national. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé un projet de décret proposé par le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale. Réécoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement. La troisième question concerne un projet de décret fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix. Cet institut est intégré dans la catégorie d'établissements publics administratifs de la formation et de recherche scientifique, selon la loi numéro 56 portant régime juridique des établissements publics à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre des Affaires musulmanes qui en exerce le contrôle et le suivi des activités, conformément aux orientations et aux objectifs fixés par le gouvernement en matière religieuse. L'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix a pour principale mission
d'optimiser les compétences du corps religieux par le biais de la formation initiale et continue, favorisant une culture commune du corps religieux. Il élaborera les études et les recherches visant le rayonnement de Djibouti en tant que pays phare de paix et d'ouverture. À ce titre, l'Institut définit les régimes de la formation et organise les conférences, débats et les forums de portée nationale et régionale. L'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint. Sous l'autorité du directeur général, l'Institut comprend donc 6 services techniques pour mettre en œuvre sa stratégie de formation et de recherche. La 4e question concerne un projet de décret fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale. Le présent décret est pris en application de l'article 8 de la loi organique numéro 96 de l'an 2020, 8e législature, portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique numéro 1 de l'an 1992 relative aux élections. Dans le respect du principe d'égalité et de neutralité du service public, le présent décret précise les modalités d'enregistrement, de production et de programmation ainsi que de diffusion des émissions des campagnes électorales en garantissant à tous les candidats ou partis politiques les mêmes droits. Par ailleurs, dans le but de mieux informer les citoyens, la diffusion des émissions des campagnes électorales dans toutes les langues, tant officielles que locales, est impérative. Je vous le disais en titre, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris part hier au 2e forum d'Aswan sur la paix et le développement en Afrique. Le forum d'Aswan, du nom de cette ville égyptienne désignée, a abrité ses travaux à valeur de plateforme d'identification de stratégies propices au renforcement de la paix, de la stabilité et du développement durable dans le continent. Il a été instauré à l'initiative du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, alors à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. La vocation principale de ce forum est d'offrir une tribune supplémentaire d'échanges et de discussions à l'Afrique en vue de résultats plus efficients et plus rapides de ses objectifs définis pour sa stabilité politique et son intégration économique. Outre le président Guelleh, plusieurs de ses pairs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, notamment le président hôte de ce forum virtuel, en l'occurrence l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ont pris part à ce 2e sommet d'Aswan. À noter également la participation à ce forum d'experts issus d'organisations régionales, continentales, internationales et multilatérales. Intervenu sous la forme d'une visioconférence, l'ordre du jour de ce 2e forum d'Aswan était dévolu à la crise du Covid-19, précisément au risque de compromission grave que cette pandémie peut avoir sur la sécurité sanitaire, sociale et économique des peuples d'Afrique. C'est pourquoi le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, mit profit son intervention dans cette réunion pour formuler une série de propositions qui sont de nature à prémunir l'Afrique des conséquences négatives de cette pandémie. Écoutons la première partie de l'intervention du chef de l'État. Président, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre part à ce forum qui s'inscrit dans une démarche constante de réflexion stratégique, de dialogue et d'échange. Permettez-moi de saisir cette occasion afin de remercier le président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, pour son leadership remarquable et son engagement exceptionnel en faveur des grands enjeux de développement en Afrique. Il y a un peu plus d'une année, aujourd'hui, le monde faisait face à la plus grande crise sanitaire qu'il ait connue depuis plus d'un siècle. L'Afrique, connue pour sa vulnérabilité et la fragilité de ses systèmes sanitaires, a suscité d'énormes inquiétudes et de nombreuses études plus ou moins alarmistes. Fort heureusement, notre continent a été relativement épargné par rapport au reste du monde. Toutefois, devant la recrudescence des cas positifs, il est clair que le combat n'est pas encore gagné.
car les conséquences économiques d'une poussée incontrôlée seraient catastrophiques pour nous. Nous devons par conséquent nous adapter à cette nouvelle réalité et à cette nouvelle normalité dans tous les domaines de la vie, car personne aujourd'hui n'est capable de dire quand sera l'après-Covid. Cette pandémie, Monsieur le Président, est malheureusement arrivée à un moment où l'Afrique a commencé son envol et a réuni les fondations de son émergence. Je pense à l'agenda 2063, 2063 ou encore à la ZLECAf. C'est pourquoi il est essentiel de conjuguer nos efforts pour préserver nos acquis, mais également commencer à élaborer nos stratégies de relance économique aujourd'hui même, pendant la pandémie du Covid-19. Le président Guelleh a toutefois dévolu l'essentiel de son propos dans cette intervention à l'énoncé d'une stratégie globale contre la crise du Covid-19. Selon le chef de l'État, cette stratégie repose sur le principe d'une action à 4 niveaux. Une le dira, écoutons. Le plan de relance comporte, à mon sens, 4 volets. La garantie que l'Afrique reçoive suffisamment de vaccins pour sa population. C'est pourquoi nous avons, depuis le début, plaidoyé pour un vaccin universel et équitable. La gestion au niveau continental de la crise sanitaire, les systèmes de santé de nos pays ont en effet montré, durant cette crise, de résistance et de résilience. Toutefois, il nous faudra à l'avenir apprendre de nos erreurs et capitaliser, suivant nos aptitudes, à gérer les urgences sanitaires par un renforcement de nos capacités et par un agencement de nos dispositions. La restructuration ou l'annulation de la dette, cette initiative aiderait les économies africaines, surtout les plus fragiles, à se remettre plus rapidement de la pandémie, car le paiement des vaccins alourdit le fardeau d'une dette déjà très élevée. C'est pourquoi nous devons continuer à négocier avec nos bailleurs en parlant d'une seule voix. Enfin, et je souhaiterais m'appesantir sur ce point, la force et le potentiel de notre continent. Cette crise est un réveil pour notre continent. Elle nous pousse à rompre avec le passé, avec l'Afrique des conflits, de la faim, des maladies et de la migration clandestine. Elle nous oblige à effectuer un changement fondamental, à créer de nouvelles opportunités, à restaurer. Pour cela, l'Afrique ne peut et ne doit compter que sur elle-même. De nos jours, aucun enjeu planétaire ne peut désormais se faire sans l'Afrique, parce qu'elle constitue une force démographique, parce qu'elle est une terre d'avenir pour l'économie mondiale, et oui, parce qu'elle a un potentiel exceptionnel. Dès lors, il est impératif d'étudier les voies et moyens afin de réduire notre dépendance des ressources extérieures. Maintenant, plus que jamais, l'Afrique doit se concentrer sur la mobilisation de ses ressources domestiques, des secteurs publics et privés, notamment par la réduction des exonérations, l'augmentation des taxes et la participation de sa diaspora à son développement. Nous faisons face à un ennemi invisible qui ne fait aucune distinction entre riches ou pauvres, grands ou petits. Face à cette menace commune, la solidarité, la concertation et la coopération entre États s'imposent comme un impératif. Face à cette menace commune, notre capacité à relancer notre économie repose sur les décisions que nous prendrons aujourd'hui. Mais elle dépend surtout de l'urgence avec laquelle nous allons l'aborder. Je vous remercie de votre attention. L'actualité de ce 22h, c'est aussi les urgences du CMH de la ville de l'Unité entièrement rénovée, accompagné du ministre de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis et du ministre du Commerce Hassan Hamad Ibrahim. Le ministre de la Santé Mohamed Warsamad Dirié s'est déplacé hier à Dikil pour procéder
à l'inauguration de la salle des urgences du centre médico et hospitalier de la ville de l'Unité. Outre le préfet de la région, Adel Moussa Darar, et du président du conseil régional, Abdelrahman Younissaré, la cérémonie inaugurale a vu la participation de la chef du bureau de l'OIM, Madame Stéphanie Davio, et du représentant de l'Union européenne à Djibouti. Entièrement rénovée et équipée, cette nouvelle structure des urgences du CMH de Dikil a bénéficié d'un renforcement de sa capacité d'accueil grâce au concours précieux de l'OIM avec l'appui financier de l'Union européenne. Répondant aux normes standards, l'entrée en service de cette nouvelle structure va en effet contribuer d'améliorer la qualité de l'offre de soins d'urgence dispensée à la population okaroise. Place maintenant aux séries des discours. En premier, le président du conseil régional de la ville de l'Unité, Abdelrahman Younissaré, qui a donc loué cette initiative d'inauguration de cette nouvelle entité au bénéfice de la population. Voici ses propos. Votre présence aujourd'hui, Excellence, illustre une nouvelle fois, bien sûr, l'engagement de notre pays, institutions et organisations non gouvernementales, surtout ceux qui ont participé à la réalisation des projets que nous allons inaugurer aujourd'hui, dans l'entretien, bien sûr, des relations de partenariat et de qualité pour le plus grand bénéfice, bien sûr, de nos populations. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire à la population okaroise, ici présente ce matin, très nombreux dans sa diversité, dans sa composante, que ce complexe médico-hospitalier, qu'il est leur centre, et qui leur permettra d'avoir accès aux soins multiformes sans difficulté. Plus d'aller dans la capitale, plus d'aller à l'ICB, plus besoin d'aller à l'ICB plutôt. Tout est ici désormais. Et bien sûr, tout ça est l'intérêt de la décentralisation. Je souhaite également la bienvenue dans cette région gorgée d'histoire, qui est une région spécifique, couramment appelée la région de l'Unité. Et vous le savez pourquoi. Soyez les bienvenus. Welcome. Arhibai. Ahla wa sahlan. Et pour leur part, la représentante de l'OIM et le représentant de la délégation de l'Union européenne à Djibouti ont tous deux exprimé la satisfaction de leur organisation respective dans les efforts de la couverture sanitaire régionale pour une diversification de l'offre de soins et une meilleure prise en charge de la santé de la population de Dikil. Plaisir au nom de l'OIM d'être là avec vous aujourd'hui pour célébrer et pour inaugurer ce nouveau service des urgences. Ce projet fait partie d'un projet qui est financé par l'Union européenne et qui consiste à réhabiliter près de 6 structures de santé à Djibouti, mais également dans les régions. Nous espérons que ce projet contribuera à améliorer l'accès aux soins de santé pour les migrants, mais également pour les Djiboutiens. Nous avons, avec la collaboration du ministère de la Santé, entrepris énormément d'actions au cours des mois passés pour améliorer l'accès à la santé des Djiboutiens et des migrants. Je mentionne plus particulièrement la réponse au Covid et je tiens à saluer le ministre de la Santé et l'ensemble des cadres du ministère pour cette réponse remarquable au Covid-19. J'ai déjà mentionné la réhabilitation des structures de santé. Je mentionne également tous les programmes de formation au profit des membres du ministère de la Santé que nous avons menés, des études aussi que nous avons menées et de tout ce qui a été entrepris en collaboration avec le ministère de la Santé au cours des derniers mois pour s'assurer, comme l'a mentionné le président du Conseil régional, que l'État djiboutien remplisse ses engagements en matière des objectifs de développement durable. Pour ce qui est de l'appui au cadre d'action globale pour les réfugiés,
l'Union européenne a mobilisé 23 millions d'euros, ce qui correspond à environ 4,4 milliards de francs Djibouti pour soutenir la politique nationale hospitalière pour les migrants et pour les réfugiés. Là aussi, il faut savoir que ces fonds sont déjà presque totalement utilisés dans ce projet, dans d'autres projets, et nous allons penser à la suite, mais nous attendons également la relève du côté du ministère de la Santé. Prenons la parole en dernier, le ministre de la Santé, Warsama Diriye, a précisé dans son discours l'amélioration de la qualité des soins dans les régions s'inscrit dans les objectifs fixés par la politique de décentralisation sanitaire telle que préconisée par la vision du chef de l'État. Voici ses propos. C'est un honneur de me retrouver aujourd'hui dans la ville de l'Unité pour célébrer avec vous tous, ici présents, la cérémonie d'inauguration du nouveau service des urgences du CMH de Dikil. Ces travaux ont pu être réalisés grâce à l'OIM et l'Union européenne. Je voudrais ici les remercier pour leur accompagnement dans le renforcement de l'offre sanitaire le long des corridors migratoires. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti a toujours été un pays d'accueil de réfugiés, mais également de transit important pour les migrants de la région. Des flux migratoires que nous assumons, qui souvent engendrent des répercussions importantes sur les services publics et notamment ceux de santé. C'est pour mieux répondre à ces défis migratoires que le gouvernement continue de mener des efforts considérables pour améliorer l'offre sanitaire dans notre pays. Nous avons entrepris ces derniers mois une série de rénovations, de modernisations et de mises à niveau des infrastructures sanitaires du pays. Nous avons également, à l'issue d'un travail laborieux, permis la transformation des 5 centres de santé de base en polycliniques, créant ainsi un niveau intermédiaire de soins de deuxième niveau à Djibouti-Ville, tout en atténuant la pression exercée sur les hôpitaux de référence. Des efforts minutieusement scrutés par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui exige que toute personne vivant sur le territoire djiboutien puisse avoir accès à des services de santé de qualité. C'est dans ce sens même que nous avons construit et équipé une nouvelle unité d'urgence dans le CMH de Dikil. Nous avons également procédé à la rénovation complète du bloc opératoire et affecté un médecin spécialiste en gynécologie qui officiera désormais dans le CMH. Toujours dans le souci de diversifier l'offre sanitaire, nous allons poser la première pierre du futur centre de prise en charge psychiatrique de Dikil. Je voudrais également annoncer l'ouverture prochaine d'une unité de dialyse au sein de ce même CMH qui viendra compléter l'offre sanitaire au service des habitants de la région, mais aussi celui de leurs frères migrants ou réfugiés. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler que la pandémie de Covid-19 sévit toujours. Il nous faut donc observer la plus grande vigilance et appliquer strictement le geste barrière, notamment le port systématique des masques. Et dans la foulée de cette journée, après les urgences, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, a procédé à l'inauguration officielle du bloc opératoire au centre médico-hospitalier de Dikil, qui a été remis à neuf et entièrement équipé avec un plateau technique moderne.
L'inauguration du nouveau bloc opératoire s'est déroulée en présence du ministre de la décentralisation Aramis, du commerce Hassan Mohamed Ibrahim, le préfet de la région et du président du conseil régional Younis Sarri. Rappelons que ce projet de rénovation du nouveau bloc d'opération émane aussi de doléances formulées par la population okaroise lors de la récente tournée présidentielle dans les régions. Soulignons que la mise en service du bloc opératoire s'inscrit directement dans le cadre de la politique de rapprochement des soins spécialisés au plus près de la population vivant dans les régions. Par ailleurs, ce bloc opératoire est doté d'un personnel motivé et qualifié, dirigé par un gynécologue expérimenté avec une affectation à plein temps au centre médico-hospitalier du Dikil. Enfin, le ministre de la Santé et sa délégation ont procédé à la pose de la première pierre d'un futur centre psychiatrique au sein du CMH de la ville de l'Unité. Ce nouveau projet de construction d'un centre dédié à la prise en charge psychiatrique résulte également des nouvelles mesures engagées par le gouvernement en réponse aux doléances exprimées par la population au moment des récentes consultations populaires entreprises par le chef de l'État, Ismail Marguerite. Je vous emmène à Aska cette fois-ci, où une forte délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, et de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, composée de la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil, de la secrétaire générale de l'UNFD ainsi que des parlementaires, se sont rendus à Lissabé pour remettre un kit de création d'activités génératrices de revenus au comité de gestion communautaire de la ville de Assadjoug. La délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille a été reçue à son arrivée à Lissabé par le préfet Moussa Adan Migane. Des matériels informatiques, des radios scolaires et des matériels de visibilité tels que les gilets et badges ont également été remis au comité de gestion afin d'encourager leurs efforts et permettre de servir au mieux leur communauté. Eh bien, à l'issue de la cérémonie de remise de kits, la délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, ont eu une rencontre avec le groupement des femmes de la région d'Ali Sabié. Outre 10 femmes parmi les plus vulnérables de cette région ont reçu chacune un financement pour créer des activités génératrices des revenus. L'Union des femmes à Assadjoug ont exprimé leur sincère remerciement au chef de l'État Ismail Marguerite et à la première dame Mme Khadra Mahmoud Haïd qui œuvrent sans relâche à apporter donc à l'amélioration des conditions de vie des habitants des régions et surtout les plus démunis. Et voilà qui nous ramène de parler de cette soirée très animée organisée par la mouvance des femmes cadres iogistes. Une soirée animée par les artistes djiboutiens, en l'occurrence la grande artiste djiboutienne Amina Farah Wabar avec son célèbre morceau Ninki Garan Halodayo.
Cette mouvance est majoritairement issue des femmes cadres de l'administration djiboutienne, mais également on retrouve des femmes issues de la société civile, des associations féminines qui sont toutes reconnaissantes au chef de l'État pour les progrès réalisés en leur faveur. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Adan, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Hamad, le maire de Djibouti-Ville, Marwa Fadouma Awala Ousmane, des parlementaires, des femmes entrepreneurs et commerçantes ont tous honoré de leur présence à cette soirée de soutien destinée à la candidature du chef de l'État lors des prochaines élections prévues en avril. La mouvance des femmes yogistes est composée de femmes de tout horizon, même si elles sont majoritairement cadres de l'administration publique et privée. On y trouve également des femmes de toutes les couches sociales et de toutes les communautés de notre pays. La vision de ces femmes est de faire émerger et de façonner une femme engagée, citoyenne et consciente du rôle déterminant qu'elle incarne dans le développement socio-économique de notre cher pays et soucieuse de son rayonnement sur la scène internationale. La MFI s'est engagée à demeurer un creuset dont la mission principale est d'œuvrer au développement éducatif, social, culturel et politique de notre pays, pour contribuer au bien-être collectif, à la cohésion sociale et au renforcement de la démocratie. En l'honneur de la visite du directeur général du groupe BRED, M. Olivier Klein, à Djibouti, qui a participé donc à l'inauguration du nouveau siège de la banque, la BCIMR, sous le patronage du chef de l'État. L'ambassadeur de France à Djibouti a organisé en son honneur une grande réception à la résidence de France. Cette cérémonie a vu la participation des officiels, dont le ministre du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim, le président du groupe d'amitié Djibouti-France et ancien Premier ministre d'Ileta, Mohamed Ileta, le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, le directeur de la BCIMR et son adjoint Abdallah Ibrahim, et les amis djiboutiens de la France ainsi que les acteurs de la communauté française installés à Djibouti. Les épreuves de la compétition nationale Olympiade des métiers se poursuivent pour la seconde journée consécutive sous l'immense chapiteau dressé à l'esplanade du Palais du Peuple. Les équipes métiers des différents établissements scolaires de l'enseignement technique et de la formation professionnelle continuaient de préparer leur ouvrage sous le regard attentif des membres du jury dans chacune des filières et disciplines professionnelles. Les visiteurs de marque continuaient d'affluer hier après-midi et ce matin, c'est d'abord le préfet de la région d'Ali Sabi et Moussala Damigane qui a effectué une tournée dans les stands pour apprécier le travail des jeunes de sa région et encourager l'ensemble des participants. Ce matin, ce sont 6 membres du gouvernement qui ont fait le déplacement à l'intérieur du chapiteau, derrière le pas du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud. Ce sont les ministres du budget, Abdou Karim Adanchel, du travail, Ismaël Ibrahim Roblé, de la communication, Radouane Abdillahi Badon, de la femme et de la famille, Moumina Hamad Hassan, et de l'habitat, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, qui ont pu découvrir tout le savoir-faire et les compétences des jeunes apprenants des filières professionnelles du MENFOP. Agréablement surpris parce qu'ils ont pu voir les membres du gouvernement chaleureusement encouragés et féliciter les équipes métiers et les ont incités de donner les meilleurs d'eux-mêmes car ils représentent tout le savoir-faire et l'avenir professionnel de la nation. Cette visite valorisante et prometteuse des membres du gouvernement a provoqué un enthousiasme et une ferveur débordante chez les jeunes qui ont trouvé un motif supplémentaire pour se dépasser et faire donc toute leur dextérité.
En nouvelle du monde, cette fois, je vous l'ai dit en titre, la Côte d'Ivoire a lancé une campagne de vaccination. Après le Ghana, c'est au tour de ce pays d'ouvrir sa campagne de vaccination dans le cadre de l'initiative COVAX. Le lancement officiel a eu lieu hier au Palais de Sport de Treichville, à Abidjan, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette première phase de vaccination ne concerne également que les personnels de santé, les membres des forces de défense et de sécurité et les enseignants. Dans le cadre de cette initiative COVAX, la Côte d'Ivoire a reçu 500 000 doses du vaccin AstraZeneca. Officiellement, près de 33 000 cas et 192 décès auraient été recensés dans ce pays. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.